Bon, mais c'est parti. Alors, bonsoir, bienvenue à la porte ouverte virtuelle de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières. Notre objectif, c'est de découvrir les services et aussi les nombreuses activités que la Société peut vous offrir. Alors, la Société, grosso modo, c'est un organisme qui a été créé en 1978. On est formé de bénévoles. Une des fiertés de la Société, c'est qu'on n'a jamais versé aucun salaire à personne. Tout se fait avec de l'huile à bras. On a de nombreux bénévoles, des bénévoles qui sont très enthousiastes. Il y a même des années où notre nombre de bénévoles, alors qu'on n'était pas loin de 400 membres, était à près de 130 bénévoles. On avait eu quelques petites activités qui avaient fait qu'on a vu des bénévoles qui s'étaient impliqués pendant 2-3 heures. Là. Mais normalement, on a facilement 80 bénévoles qui fonctionnent pour différents comités à l'intérieur de la société. Donc, on est très actifs, c'est très, très intéressant. Notre membership varie entre 300 et 400. Actuellement, c'est plus proche de 300. Mais au tout début de la société, il y en avait plus que 400. Puis, sous ma présidence, on avait réussi, avec l'aide de nouvellistes d'une journaliste, à atteindre pas loin de 90 membres. 390 membres, pardon. On est reconnu par la ville de Trois-Rivières comme un organisme accrédité et on relève aussi de Culture Trois-Rivières, donc on fonctionne aussi avec eux à l'intérieur de la politique de la ville. Et aussi, on est hébergé dans les locaux de la ville avec un bail. Puis nos locaux sont très, très intéressants. On est très fiers de les avoir. La mission de la société, grosso modo, c'est de faire la promotion de la généalogie. Okay? Autant pour les membres que pour les non-membres. Ça, nous, notre job, c'est de faire la promotion. Si on peut aller chercher un membre, on est bien content, mais l'objectif, ce n'est pas vraiment le membership, contrairement à d'autres sociétés là, qui sont vraiment fermées que tout pour avoir les services, il faut être membre. Alors, on veut favoriser la recherche généalogique, puis l'entraide pour l'aide à la recherche. Donc, c'est notre objectif et on travaille autant sur la promotion de la généalogie que de l'histoire. On a des conférences et des ateliers pour la généalogie. Une conférence en généalogie, ce n'est pas très, très intéressant. Si je m'en vais puis je fais une conférence puis je parle des boutins, là, ben, ça ne vous intéressera pas beaucoup, à moins que votre grand-mère soit une boutin. Là. Mais, donc, en généalogie, les conférences, c'est très, très rare. Ça a rapport à l'histoire, la grosse histoire, la petite histoire. Des petites histoires, là, entre autres, on a déjà eu une conférence sur M. Lesage, notre premier ministre Lesage à l'époque, qui s'est acheté un jet pour le gouvernement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même le gouvernement n'a même plus de jet, là, mais à l'époque, il y avait des dépenses qui avaient été faites à ce niveau-là. Et donc, il y avait une petite histoire qui était intéressante là-dedans. La très grande majorité de nos activités, puis les conférences et les ateliers, sont offertes gratuitement. On ne charge absolument rien. C'est dans nos budgets. Notre objectif financier, là, on est une petite société, on fonctionne après avec moins de 30 000 $ par année. Mais notre objectif, c'est d'offrir vraiment des services. Dès qu'on a une dépense, ça concerne les services aux membres ou les services à la généalogie, on dit oui, on répond à l'appel, puis on a fait cette dépense-là. On essaie de couper ailleurs, mais l'objectif, c'est ça. Donc, si on peut avoir des membres, tant mieux, ça nous aide. Mais on garde aussi notre membership très bas. Il est à 35 $. Il a déjà été à 40, puis on voulait le monter à 45, puis on est intervenu pour réduire ça. Là. Puis, donc, on cherche à offrir un service le plus bas possible et même à faible coût ou gratuitement. Alors, un exemple qu'on a comme activité, on a une programmation ici pour le logiciel Ancestry. Ancestry, c'est un logiciel de recherche qui est très intéressant. Ça a eu lieu le 15 décembre, mais là, on fait l'enregistrement a eu lieu le 15 décembre et là, on fait la projection YouTube pour le 5 janvier. Donc, il y a quand même eu un gros décalage entre les deux. Là. Donc, il y avait pas beaucoup d'intérêt, mais c'est pas BMS 2000, pardon. Ancestry, c'est un logiciel vraiment très intéressant, surtout quand on a cherché hors du Québec. Donc, c'est un logiciel aussi très dispendieux. C'est 300 $ si on veut avoir la fonction mondiale qui comprend les États-Unis, 145, je crois, pour uniquement le Canada. Mais ce logiciel est offert là, gratuitement dans nos locaux à tous nos membres. Un autre exemple d'atelier, ça c'est le logiciel de Legacy, premier pas. Et ce qu'on a dans ce logiciel-là, ben, on a des informations où c'est un logiciel qu'on suggère à la société. On ne fait pas d'argent avec ça du tout, là, mais on trouve que c'est un logiciel qui est intéressant, qui est peu cher. Puis en plus, la version gratuite est très, très performante. Puis je pense qu'il coûte 35$ US et puis il tombe en spécial au Thanksgiving américain.
Donc, ce qu'on vous suggère, si vous voulez utiliser un logiciel plutôt que du papier, qu'on va voir un petit peu plus tard, bien, vous allez chercher la version gratuite, qui est la version standard. Et quand arrive le Thanksgiving américain vers la mi-novembre, bien là, il y a un spécial. Des fois, c'est 50 40 30 là. Mais vous allez sauver. Donc, même si vous l'avez pendant quelques mois, pour rentrer vos données, il n'y a pas de problème. La version payante, c'est surtout si on veut aller chercher des rapports un petit peu plus élaborés. Donc, puis à 35 US, ben, avec un rabais, c'est très intéressant comme logiciel. Et s'il te plaît. Alors, on poursuit. Alors, à l'intérieur, ben, nos locaux sont très intéressants. C'est beaucoup d'espace, c'est bien éclairé avec des très grandes fenêtres et surtout, c'est climatisé l'été, ce qu'on n'avait pas dans notre ancien local. Donc, ça, c'est très apprécié. À la GGTR, on est spécialisé dans la recherche qu'on appelle les BMS. BMS, c'est les lettres pour baptême, mariage et sépulture. C'est les actes religieux qui, avant 1960 à peu près, là, était la norme. Tout le monde se mariait, tout le monde se faisait baptiser, puis au décès, tout le monde avait des funérailles. Là, maintenant, ça a bien changé. On fait du concubinage, on baptise plus les enfants, puis après ça, au décès, on se fait juste incinérer. Il n'y a plus de c'est plus la même chose, mais on a beaucoup d'informations, particulièrement ce qui a rapport avant 1940. Par contre, des fois, on cherche l'information généalogique et autres, des contrats de notaire. On en a quelques-uns pour la région de Trois-Rivières. On a un lecteur de microfilm qu'on peut utiliser. Mais sinon, si on cherche des informations, soit pour les notaires ou pour les actes juridiques, bien là, on peut se présenter à la BNQ, qui elle est spécialisée dans ces documentations-là. Elle a également d'autres documentations, là. Mais elle est située au 2e étage de l'édifice Polac, au centre-ville, sur la rue des Forges, juste à côté. En fait, ils sont en haut de Radio-Canada. Mais la porte est c'est la même porte que Radio-Canada, mais juste à côté des locaux de Radio-Canada. Dans nos locaux, on a une très grande bibliothèque. Vous voyez ce rayonnage-là, qui comprend 4 ou 5 sections. Là. On a 7 de ces rayons-là à travers la bibliothèque. Donc, on a quand même beaucoup de volumes. Donc, si on va y trouver, la première section qui est un petit peu à part, c'est les best-sellers de notre bibliothèque. Avec les 7 rayons, trouver un bon livre, c'est un petit peu difficile. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé, quand on a créé ça, on a demandé à tous ceux qui avaient quand même pas mal d'expertise, quel livre qu'ils trouvaient intéressant, qu'ils avaient déjà trouvé. C'est sûr qu'il y en a qui ont sorti tout de suite. Là. Les Filles du Roi, tout le monde, quelque part dans leur arbre, ont une Fille du Roi. Donc, il y a de l'intérêt à avoir de l'information là-dessus. Donc, on a sorti des livres, je pense qu'on en a 2 qui concernent les Filles du Roi. On a sorti les livres qui concernent les soldats du régiment Carignan-Salière. C'est eux qui ont parti de la colonie. Alors, tout le monde, si on fait un arbre, dans notre lignée, peut-être qu'on n'a pas dans notre lignée de patronyme, mais quand on fait un arbre, on va rencontrer des dizaines et des dizaines. Donc, c'est quelque chose qu'on va avoir. Par contre, l'autre qui est intéressant que tout le monde va utiliser, c'est le dictionnaire des ancêtres. Votre premier ancêtre qui est arrivé, c'est arrivé, je pense, avant 1760 dans le régime français. Là. Vous allez avoir des recherches qui ont été faites sur le premier qui porte le nom, le premier du patronyme. Et à travers les actes des notariés ou les actes de cours, il va y avoir de l'information et les actes de baptême avec qui était marié, puis avec combien il y a eu d'enfants, des choses comme ça. Là. Donc, il y a de l'information sur un ancêtre. Des fois, c'est une petite personne tranquille, il n'y a pas grand texte, mais des fois, il y a une page et demie d'information. On a également les recensements anciens. Donc, quand Jean Talon est arrivé, il y a eu des recensements qui ont été faits, puis en 1880, un petit peu plus tard, 1881 plutôt. Donc, il y a un document avec des recensements anciens à l'intérieur. Au début, les recensements ont le nom puis un petit peu d'informations, mais celui de 1881, plus ça va, plus l'information augmente. Celui de 1881, on dit combien il y a de fusils. Il y en a qui en ont 3 fusils. 3 fusils, probablement, c'est parce qu'ils ne restaient pas loin des Iroquois. Quand tu tirais un coup, là, le temps de recharger, c'était long. En tirant 3 fois, pendant que ton fils rechargeait pendant ce temps-là, tu avais peut-être le temps de sauver ta vie. Donc, ce n'est pas parce que tu avais beaucoup d'argent que tu avais 3 fusils, c'est parce que les circonstances étaient peut-être plus dangereuses où tu restais. On indique aussi le nombre de bétail que tu avais, puis même l'espace que tu avais défriché sur ton lot. Donc, c'est des informations qui sont intéressantes pour les recensements anciens. On a également d'autres choses. On a on a le dictionnaire Tanguay, on a les mercenaires allemands. Donc, on a des livres, les 3 premières rangées de ce rayonnage-là. C'est des choses très intéressantes. Ma suggestion, quand vous allez venir à la société, allez voir
prenez un petit 5 minutes, là, puis lisez un petit peu les titres, juste voir un petit peu c'est quoi les sujets, parce que des fois, vous voyez les volumes gris qui sont en hausse, la première tablette au centre, c'est toute la même collection. Fait que vous regardez c'est quoi, puis vous l'avez passé. Là. En 5 minutes, vous pouvez voir c'est quoi l'ensemble des livres. Puis plus tard, dans vos recherches, s'il y a quelque chose, une jeune fille dit ouais, oui, je l'ai vu, j'ai un mercenaire. Il y a des choses qui vont vous allumer une petite lumière. Vous dites oui, ce livre-là, il est disponible, puis je peux aller consulter pour avoir plus d'informations. Donc, je suggère fortement d'aller consulter ce rayonnage-là. Aussi, notre bibliothèque, principalement, c'est une vaste collection de répertoires paroissiaux. Donc, c'est des livres, des données qui ont été sorties pour entrer dans un livre à partir des registres paroissiaux, soit que c'est civil ou paroissial. Donc, c'est des programmes qui ont été faits à partir des années 80 où les gens fouillaient dans les registres, c'était compliqué, puis ils n'étaient pas en ordre chronologique. Donc, il y a des gens qui ont tous sorti les mariages, principalement, mais les baptêmes et les décès aussi. Et on a fait des répertoires qu'on appelle des BMS, soit c'est un répertoire de baptême, de mariage ou de sépulture, et sont classés par ordre alphabétique pour la paroisse comme telle. Puis des fois aussi, c'est toute une région. Je prends entre autres l'exemple de l'Abitibi. Ben, chaque livre n'a pas chaque paroisse n'a pas son livre. Il y a un livre pour toute l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, il y en a deux. Les mariages de telle date à telle date et de telle date à telle date. Et dans le livre, on va indiquer quelle paroisse qui est fait, mais ils sont tous regroupés. Donc, ils sont tous les A ensemble, les B ensemble, donc ça facilite grandement la recherche. Et là-dedans, ben, on passe le Québec principalement, on passe de l'Abitibi à la Gaspésie. Après ça, on a également une section Canada. Et de l'autre côté, vous allez avoir beaucoup de documents sur la Nouvelle-Angleterre. Donc, les États-Unis, un petit peu ailleurs aux États-Unis, mais principalement la Nouvelle-Angleterre, parce que nos ancêtres, à partir des années 1850-60, et surtout à partir de la crise de 1873, une grande crise économique qui a duré 20 ans, 18 ans en fait, jusqu'en 1891, il n'y avait presque plus de terre non plus. Les terres de la plaine de la vallée du Saint-Laurent étaient complètes. Donc, le monde allait à l'extérieur, aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, dans les usines qui s'ouvraient là-bas. Il y en a aussi qui s'en allaient dans le nord de New York pour avoir des terres ou au Vermont pour cultiver. Mais, donc, il y a eu beaucoup d'exodes qui étaient faits. Il y a pratiquement 1 million de Canadiens qui sont partis, de Québécois qui sont partis en Nouvelle-Angleterre. Et en Nouvelle-Angleterre, ce n'était pas toujours très intéressant. Quand tu es habitué d'être fermier, là, tu te ramasses en appartement à travailler dans une usine. Puis en appartement, aujourd'hui, c'est pas si pire quand on est nous puis 3 enfants. Là. À l'époque, vous savez combien il y avait d'enfants? S'il y en avait 8, 10, 12, là, les appartements, c'est peut-être plus difficile. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié, mais les plus vieux étaient allés là, donc ils se sont mariés là-bas. Il faut retrouver le mariage là-bas. C'est des livres intéressants. Puis à un moment donné, des fois, après 3, 4, 5, 10 ans, ils reviennent au Québec. Et là, après ça, ils vont avoir des descendants, dont nous, des Québécois. Mais en quelque part, il y a une petite branche qui a passé par les États-Unis, 1 ou 2 mariages qu'il faut réussir à trouver. Donc, il y a beaucoup des logiciels qu'on peut utiliser sont spécifiques au Québec. Donc, le mariage américain est bien dur à trouver, et plus dur à trouver, pas bien dur. Par contre, le logiciel que je vais vous proposer, BMS 2000, lui, compte des mariages partout au Canada, aux États-Unis et surtout au Québec, là, mais on peut les retrouver plus facilement aux États-Unis également. Alors, dans des livres, il y a une section, on a le livre de recherche sur les familles. Ça, c'est absolument très intéressant. Supposons que vous êtes un Baudouin, puis il y a quelqu'un, quelque part, qui a écrit un livre des Baudouins, ça se peut qu'on l'ait. Parce que souvent, les écrivains vont donner des copies aux sociétés de généalogie ou on va se le procurer. Mais on ne les a pas tous, mais donc, on a une section, c'est une section qui commence par la section F, pour famille. Et après ça, vous prenez les 2 premières lettres. Donc, Mme Collin, si vous voulez voir si on a le livre, vous allez voir dans F. Puis juste en dessous, vous allez avoir les lettres CO. Donc, si votre nom est là, bien, vous allez pouvoir voir. C'est quelqu'un qui écrit un livre sur les Collins. Il va avoir les Conrad, il va avoir les Couillard, il va avoir un paquet de noms de famille, mais il commence par CO. Donc, vous allez pouvoir retrouver. Et aussi, on a une section avec les villes du Québec et les villes du Canada. Dans les villes du Québec, très souvent, quand c'est le début d'un village, là je dis ville, mais c'est ville et village, là. On a des livres sur l'historique des villages et des villes. Et des fois, c'est peut-être votre ancêtre que. Quand ça commence un village, ça ne commence pas avec l'église puis tout le monde se construit autour. C'est des champs qui sont alloués, puis à un moment donné, il y a assez de monde, puis ils vont construire une paroisse. Et là, ils vont déterminer où ils construisent l'église.
Et c'est peut-être votre ancêtre qui est dans son champ, dans son lot de 100 arbres, supposons, qui a donné le terrain pour construire l'église. Ou peut-être le terrain pour construire le cimetière. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être retrouvées. Des fois, dans certains livres, on mentionne qui a fait ces dons-là. Ou même s'il a participé à faire la donation pour la cloche de l'église. Il faut avoir le nom de votre ancêtre dans l'historique de la ville ou du village. On a aussi des nombreux livres sur l'histoire locale, régionale et provinciale. On a une notation qui est maison. Comme j'ai parlé tantôt, là, il y avait une catégorie qui était F. On va avoir une catégorie comme ACAD qui va couvrir tous les livres qu'on a sur la thématique des Acadiens. On va avoir une catégorie qui s'appelle HNF. Ça, c'est tout ce qui a rapport à l'histoire de la Nouvelle-France. Et la catégorie LA, ben, c'est les Amérindiens. On a plusieurs autres catégories, juste pour en nommer quelques-unes. Donc, si jamais il y a un sujet qui vous intéresse un petit peu, ben, vous pouvez aller chercher voir dans la catégorie. Il y a 2, 3 ou 4 rayons qui sont dans ce sujet-là. On a aussi une collection d'anciens numéros de revues d'associations de famille. Donc, les associations de famille, donc, si supposons la famille Trudeau, dans la liste, s'il y a une association puis publie une revue, fort probablement qu'on l'a aussi. Donc, les associations, ça a parti beaucoup fin des années 70, mais énormément dans les années 80, puis ont tendance à mourir à partir des années 2000. Donc, il en reste de moins en moins des associations. Puis avec l'Internet, les revues, ils vont aller sur la publication en ligne. Donc, souvent, il n'y a plus de revues, mais il y a des anciens articles qui ont été faits qui peuvent être intéressants. Donc, vous cherchez votre nom de famille, c'est classé par ordre alphabétique. Et si on a une revue de l'association de famille, bien, vous pouvez la consulter. Les 2 étagères d'en haut qu'on voit, bien, ça, c'est la section grand format. Quand on se promène dans la bibliothèque, des fois, il y a des livres qui ne rentrent pas dans les rayons. Alors, on a mis une petite planche avec un petit tag bleu, une petite étiquette bleue dessus. Et c'est indiqué sur la planche, on a un collant avec le titre du livre. Mais le fait que ce soit une planche, que c'est bleu, bien, c'est dans la section grand format. Donc, on vous invite à aller voir, à vous déplacer pour aller chercher votre document dans la section grand format. Donc, on a tous ces livres-là, mais on a une section pour les grands formats. Et aussi, un des gros avantages, c'est qu'on a l'ensemble de toutes les sociétés de généalogie du Québec publient des revues. Vous voyez là, un petit peu au centre du côté droit, vous avez l'ancêtre. L'ancêtre, c'est la revue de Québec. De l'autre côté, sur la même, vous avez l'Outaouais généalogique, donc évidemment, ça vient de l'Outaouais. En dessous, c'est Héritage, c'est nous autres. Si on descend d'une rangée au centre, c'est l'Entraide, ça vient de Sherbrooke. Donc, toutes les sociétés de généalogie publient une revue. Nous aussi, alors ce qu'on fait, c'est qu'on s'échange les revues. Nous, on envoie une revue à une vingtaine de sociétés de généalogie, puis on reçoit une vingtaine de revues. Normalement, c'est à chaque trimestre. Et la plupart des revues sont publiées 3 fois par année ou 4 fois par année. Et s'il y a quelqu'un qui écrit un article sur les Montembeault, mais qui était à Québec ou qui était en Abitibi, bien, on a sur le site Internet, on a un outil de recherche pour aller chercher dans tout l'ensemble des sociétés de généalogie. Tous les articles là-dedans sont indexés dans ce logiciel-là. Et donc, on tape Montembeault, puis on voit les titres des articles et aussi quelle société, dans quelle revue on se trouve, quelle année, quel volume, quel numéro et quelle page. Donc, on peut retrouver facilement cet article-là avec l'outil de recherche parce que des fois, il y a des gens qui ont trouvé quelque chose de spécifique au niveau de l'histoire c'était leur famille à eux autres, mais tout le monde se croise des fois, surtout quand on monte. Là. Donc, on peut avoir de l'information qui est intéressante là-dedans. Évidemment, nous, on imprime notre propre revue. On fait ça depuis 40 ans. C'est une édition qui est de 40 à 48 pages. Avant, on faisait 3 fois l'an, mais on avait un petit peu de difficulté avec les ressources bénévoles. Ce n'est pas au niveau financier qu'on a coupé, c'est plus au niveau des ressources. Donc, maintenant, la diffusion, c'est 3 fois par année. Et là-dedans, c'est des articles qui sont écrits par nos membres, de façon générale. Des fois, c'est des membres de l'extérieur. Mais quand on fait de la recherche, puis on s'intéresse à quelque chose, puis on fait une petite recherche un petit peu plus serrée sur, comme moi, mon ancêtre, il était au nord de Québec, au sud de Québec, dans le coin de Bellechasse. Et dans les années 1870-80, avec la crise, ben là, il n'y avait plus de terre. Alors, il s'est ramassé en Ontario, puis finalement, il a entendu parler du Témiscamingue, et il est venu s'acheter une terre ici au Témiscamingue.
Donc, moi, j'ai fait la recherche de ça. Donc, je pourrais écrire un article pour expliquer là, par où je l'ai retrouvé, puis comment je l'ai retrouvé, puis qu'est-ce qui s'est passé comme sa petite histoire à lui. Donc, c'est sûr que ça peut ne pas intéresser tout le monde parce que c'est un boutin, mais tous ceux qui ont des ancêtres qui sont venus s'installer en Abitibi ou au Témiscamingue, ben, vont comprendre un petit peu c'était quoi le processus de quelqu'un, un colon qui vient s'installer ici. On a déjà eu un article, entre autres, que moi j'avais trouvé très intéressant. C'est un de ses ancêtres, en fait, il y avait deux de ses ancêtres, des Bordelot, qui étaient partis au Klondike. Donc, il avait réussi à trouver beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans pour qu'est-ce qu'il fallait faire pour le Klondike. Puis, entre autres, là, je ne sais pas, tout le monde a déjà vu la photo du Klondike avec la Chilcot Pass, là, ce qu'on montait dans les montagnes avec la corde, la petite trail. Mais ça, c'était hiver comme été. Et lui, il avait une photo avec l'hiver. Puis moi, au début, je dis, wow, c'est compliqué, il faut que tu montes la trail, puis tu arrives en haut là, un jour. Là. Mais ce que j'ai appris dans l'article, c'est que faut que tu montes ton stock aussi. Fait que tu ne montes pas ça juste en un coup. Là, tu redescends, puis tu montes ça 4, 5, 6, 7 fois pour pouvoir monter toi, ton stock, ta famille, tout le monde. Alors, la trail là, qui était déjà impressionnante avant, si tu montes ça 6 fois là, avec du stock, ça devient de la peau. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va prendre. Puis, on a des trucs aussi de recherche. C'est Marie-André Brière qui travaille là-dessus. Elle est fantastique. Elle fait un job remarquable. Elle écrit aussi beaucoup d'articles. C'est une PhD. C'est une PhD. Donc, elle fait des recherches là, vraiment très, très intéressantes. Il y a des articles très intéressants, plus poussés. Il y en a qui sont courts pour nous aider à faire de la recherche. Beaucoup d'outils là-dedans. Elle est très bonne comme revue. On a aussi un service de photocopie et d'impression. Si vous fouillez dans un livre et il y a des pages qui vous intéressent, ben, vous pouvez aller là. C'est 15 sous la feuille, donc c'est pas. On charge un petit peu ce que ça nous coûte. Hein, il y a des Michel, endroits qui chargent 25 sous. Il y a une question. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un index pour la revue Héritage? Oui, bien, l'index, c'est pour toutes les revues. Okay. Sur le site Internet, dans les ressources, il y a un endroit, il y a un outil de recherche. Mais c'est toutes les revues. Juste nos revues, à nous, on n'a pas vraiment d'index. D'accord, merci. On a aussi un grand nombre, j'avais-tu terminé? Oui, photocopie. On a un grand nombre de doublons à vendre. Là, on voit une petite section, là, 3 rangées plus 3 autres rangées en arrière, mais on a à l'arrière, on a plusieurs rangées de volumes comme ça. C'est des répertoires qu'on en double ou des livres. Souvent, c'est les gens qui vont casser maison ou qui vont décéder, qui faisaient de la recherche généalogique. Là, on les retrouve, ils se débarrassent de leurs livres, puis donc ils nous les envoient. Ceux qu'on n'a pas, évidemment, on les intègre dans notre collection, mais si on les a déjà, là, on va les revendre, ça nous fait un profit. On les revend pas trop cher. Donc, si vous regardez là, ça, en fouillant là-dedans, des fois, on les trouve des belles petites découvertes. Bon, maintenant pour la recherche. Le type de recherche généalogique qu'on peut faire, bien, normalement, quelqu'un qui commence sa généalogie va toujours débuter avec une lignée, une ou des lignées. Donc, on prend un nom de famille, donc supposons que les Beauchamps, et là, on va monter. Ben, je vais prendre le nom de la traverse. Supposons que je monte avec les Latraverse, puis à un moment donné, je m'aperçois, que la traverse, c'est un nom qui est un dit nom. Donc, l'ancêtre s'appelait Hus, dit la traverse. Les Hus, c'est d'une famille, entre autres, si vous connaissez le nom de famille Paulus, ben, c'était Hus dit Paul, qui est devenu de l'autre côté, Paul Hus, puis c'est devenu un nom de famille, mais c'est un dit nom. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des fois, il y a des changements de nom, puis l'ancêtre s'appelait effectivement Paul Hus, le premier qui est arrivé ici. Donc, c'est ce qu'on va trouver. Des fois, il y a des changements de nom. Si vous avez un nom qui commence par le ou la, il y a des bonnes chances que ce soit ce qu'on appelle un surnom, qui était donné principalement à des soldats. Et quand est arrivé les années à peu près 1860-70, au niveau des recensements canadiens, il n'y avait pas assez de place. Si tu t'appelais Jean-Baptiste, je sais pas moi, Temporel dit la Treille, c'était long à marquer. Là. Donc, le gouvernement a demandé aux individus de choisir un nom de famille. Donc, il y en a beaucoup qui ont choisi un ou l'autre. Et il y en a quelques-uns qui c'était plus clair. Là. Dans mes ancêtres, il y avait les Bloch, un petit peu un nom allemand, dit la plante. Pas dit la plante, dit belle humeur. Je n'ai jamais entendu le nom de famille Bloch, mais des belles humeurs, il y en a partout. Alors, mais ce n'est pas le seul belle humeur qu'il y a non plus. Il y avait d'autres noms de famille qui étaient récurrents.
parce que c'était les soldats dans leur même compagnie. Il y en avait 50 dans la compagnie. Il peut avoir 50 noms différents, mais l'autre compagnie à côté peut avoir le même nom que dans la compagnie précédente, pourvu que dans une même compagnie, tous les noms soient différents. Alors, c'est ça, on va trouver la lignée jusqu'à temps qu'on trouve l'ancêtre qui est arrivé de France. Puis ces lignées-là, on va en faire une normalement pour notre patronyme, mais souvent on va en faire plusieurs. Si on a une conjointe, on va peut-être la faire pour la sienne aussi. Puis aussi, dans les noms de famille qui nous sont familiers, ben, je m'en vais à l'exemple en bas. Là. Si moi, je suis un prévôt, puis ma mère, c'est une bro, ben, quand j'étais jeune, je me suis promené avec les oncles et les tantes prévôt et bro. C'est sûr que les femmes se sont mariées, puis il y avait d'autres noms de famille. Les noms principaux que j'ai appris, que je connais, c'est le nom de mon père et le nom de ma mère. Donc, je vais faire la lignée de mon père puis la lignée de ma mère. Et les noms aussi que je connais, ben, c'est mes grands-parents. Je connais leur nom de famille. Ma grand-mère, c'était une bro d'un côté, puis de l'autre côté, c'était une belle-humeur. Alors, je peux faire la lignée de ces personnes-là parce que c'est des noms que je connais. Donc, ça, c'est les lignées normalement qu'on va faire. Donc, on en fait jusqu'à 4. C'est les noms de nos grands-parents. Parce que quand on arrive aux arrière-grands-parents, là, les noms des femmes, on les connaît un petit peu moins. Donc, c'est l'étape précédente. Si on a fait ces choses-là, après ça, c'est normal, on va chercher notre arbre au complet ou on va chercher quelques générations, 4, 5, 6, 7 générations. Alors, c'est ce que je mentionnais. Donc, souvent, on veut savoir nos arrière-arrière-grands-pères, puis on va arrêter là. Mais donc, on peut remplir la première feuille du cahier Lorrain. C'est une feuille de généalogie qui est un outil avec ce qu'on appelle une roue de pan ou un arbre généalogique. Et avec ça, avec ces 7 générations-là, ben, ça nous amène à l'arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et là, après ça, il en reste probablement 3 autres à aller chercher pour se rendre jusqu'à l'arrivée des premiers arrivants. Normalement, là, les générations, ça varie un petit peu, mais c'est habituellement entre 9 et 12. De façon générale, c'est 10 ou 11. On peut chercher aussi dans la généalogie des naissances ou des décès. Des fois, on va chercher, là, dans notre lignée à nous, on va chercher les naissances et les décès de tous nos ancêtres, nos grands-parents, pour savoir où c'est qu'ils sont nés, où c'est qu'ils se sont mariés, puis où c'est qu'ils sont décédés. Donc, on a un terrain un petit peu, là, une petite idée, parce que le monde devait se promener. Là. On naissait à un endroit, puis surtout les femmes, des fois, on se mariait, puis on allait rester à l'endroit de l'homme. Des fois, c'est le bonhomme aussi de la femme qui donnait le terrain. Donc, on avait du mouvement qui se plaçait. Donc, on voit comment ça se déplace du Québec. Beaucoup de monde vont partir de l'île d'Orléans, puis pour aller ailleurs, parce qu'à un moment donné, à l'île d'Orléans, on n'a plus de terre. Donc, même si le bonhomme est celui, le premier qui a eu la terre, même si elle sépare en 2 ou en 3 pour ses enfants, après 3-4 générations, il faudrait monter juste avec un coin de jardin pour planter des patates. Là, tu ne peux pas faire grand-chose. Il faut que les jeunes aillent s'installer ailleurs. Donc, on a un mouvement à travers le Québec de ces familles-là. On peut aussi reconstruire les familles, donc trouver tous les enfants qu'un couple donné a eu pour retrouver peut-être que notre ancêtre, le 4e ancêtre, était le 3e enfant ou le dernier enfant ou le premier né. Donc, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Et de façon générale, ce qu'on va faire après les lignées, c'est construire un arbre généalogique complet. Là, quand je dis arbre généalogique, il y en a beaucoup qui disent « Oui, moi, je l'ai déjà, mon arbre généalogique. » Ils ont trouvé leur ancêtre. Ça, c'est une lignée. On appelle ça un plant de maïs généalogique. Ce n'est pas un arbre. On a juste trouvé une lignée. C'est une quinzaine de personnes qu'on a trouvées. Un arbre généalogique, ça va en comprendre normalement à peu près pas loin de 2000 personnes dans un arbre généalogique. On commence tranquillement, puis on les ajoute un à un. Alors, quand on va se lancer dans ces recherches-là, particulièrement si on fait un arbre généalogique, on a besoin de mettre nos données en quelque part. Donc, il y a 2 façons de le faire. Soit qu'on le fait sur papier ou on le fait électronique. Si vous le faites sur papier, on a des outils pour enregistrer nos données. Ici, c'est un arbre généalogique en papier qu'on voit, c'est un poster qu'on peut remplir. Puis on a aussi différents formats pour, soit si on veut avoir aussi des lignées, on a des posters comme ça qui sont disponibles à la société. On a aussi, ça c'est le meilleur outil papier que je considère, c'est le cahier de travail Lorrain. C'est un de nos membres qui a créé ça il y a peut-être 5 ans. C'est un bonhomme qui a fait du graphisme, fait qu'il a créé un arbre, puis il aimait pas, il trouvait que les nôtres n'étaient pas assez complets. On avait déjà des guides papier aussi, comme ça, en cahier. Mais là, on a travaillé ensemble, puis on a fait un montage là, où on voit la première feuille en haut à gauche, où là, on a 7 générations. Et chacune des personnes qui est au bout
va se retrouver sur l'ensemble des autres feuilles. Donc, s'il y a le numéro 42, on va aller voir la feuille 42 pour poursuivre avec lui, puis ses parents. Donc, on va remonter comme ça, puis on peut se rendre jusqu'à 13 générations. Et la partie intéressante qu'on a beaucoup travaillé, c'est en haut à droite. À l'arrière, c'est des feuilles, 11 par 17 qui sont pliées en deux pour rentrer dans un cartable. Mais au dos, si vous voyez en haut, on a du côté gauche, pour chacun des numéros, les numéros sont au centre. Et vous avez à gauche, on peut rentrer la date et le lieu de la naissance. Et du côté droit, on peut rentrer la date et le lieu du décès. Et dans l'arbre, on a de la place pour rentrer le mariage, date et endroit du mariage des couples. Donc, on a toutes les informations généalogiques qu'on peut trouver, puisque la majorité des guides, on a les noms et les dates de mariage, mais on n'a pas d'espace pour les naissances et les décès. Très, très rare. Alors, ce formule-là, c'est un outil de travail là, fantastique. Juste la première feuille, comme je dis, c'est celle-là là, que je discutais tantôt avec cette génération, qu'on fait arrière, 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 arrière grands-parents. Donc, c'est un outil fantastique. Il est en vente pour 35 $. On a aussi du matériel généalogique si on veut travailler avec des feuilles ou papier. On a différents formulaires. J'attire votre attention sur celui qui est en bas à droite ou à gauche. Là, les deux formats sont légèrement différents, mais il y en a un qui sert pour les baptêmes, mariages, mais l'autre, il y a des naissances, décès dessus. Mais ça l'aide à reconstruire des familles. Donc, avec l'outil papier de M. Lorrain, c'est un cartable. Donc, on peut prendre ces feuilles-là, puis en l'insérant aux endroits appropriés, puis en mettant une petite note à côté de l'individu pour dire on a reconstruit la famille, mettre un petit F avec un encerclé, supposons. Donc, ça veut dire qu'il y a une feuille de famille pour ce couple-là. Donc, on peut retrouver tous les enfants, avec qui étaient mariés, quelle date s'étaient mariés, puis les enfants, quand est-ce qu'ils sont nés et décédés, puis les conjoints, quand est-ce qu'ils sont nés ou décédés. Donc, on peut rentrer ça. Je pense qu'il y a de la place pour 20 enfants. Donc, c'est un complément à l'outil de M. Lorrain qui est très intéressant. Mais on a aussi d'autres formulaires qui peuvent vous intéresser qui sont disponibles au coût de 5 sous. C'est le coût de la photocopie là, à grand volume. On vous les refile assez gratuitement pratiquement. Oups, là, je ne vois pas en haut. C'est quoi? Ah oui, on a 12 postes de recherche et dont 6 avec double écran. L'aspect double écran est très intéressant. On est une des rares sociétés à avoir 2 écrans. Quand on fait de la recherche généalogique, on va trouver une fiche, mais il faut toujours valider avec une image. Donc, l'avantage, si on passe d'un écran à l'autre, c'est compliqué. Là, on peut les mettre un à gauche puis un à droite, puis les regarder, puis voir si tout est correct. Donc, c'est un gros avantage. On n'a pas tous les postes, parce que ce n'est pas tout le monde qui utilise 2 écrans, mais on a 6 écrans disponibles comme ça, double écran. L'autre chose aussi qui est une... je vais juste suivre. Nos postes sont répartis dans 2 sections. Ici, on a un petit îlot avec 3 d'un côté, 3 de l'autre. Puis l'autre section, c'est 6 le long d'un mur. Ça, c'est une chose qui est particulière à la société. Je n'en ai pas encore vu d'autres à la société qui font ça. Normalement, dans les sociétés, vous allez là, puis il y a 3 postes, posons pour BMS 2000, 2 postes ou 3 postes pour PRDH. Et donc, si on arrive, on est le 4e avec BMS 2000, on ne va pas chercher. Nous, on a investi un petit peu plus. Bon, chacun des postes a tous les logiciels. Donc, vous installez là, vous ne bougez pas, vous cherchez BMS 2000, passez au PRDH, passez à Ancestry. Vous n'avez pas à vous déplacer. Dans d'autres sociétés, bien là, je cherche quelque chose, je vais aller dans le PRDH, il faut que je me déplace à l'autre ordinateur. Et ça ne veut pas dire que l'autre ordinateur va être libre. Donc, les logiciels principaux sont au centre, les outils de recherche. Puis à gauche et à droite, vous avez l'information secondaire qu'on trouve, qu'on a pu mettre sur le disque dur de l'ordinateur. Et entre autres, ici, vous voyez, vous avez Genoprice, le logiciel que je vous ai parlé, et Anaged, les logiciels que je vous avais parlé tantôt pour générer des données. Donc, si vous arrivez avec vos informations, vous avez rentré ça sur un système informatique, bien, vous extrayez un JetCom, puis vous pouvez utiliser les logiciels qui sont disponibles sur les ordinateurs. Alors, l'outil principal pour la recherche, c'est BMS 2000. BMS 2000, c'est un outil qui est beaucoup d'informations. On a plus de 17 millions de fiches à l'intérieur du logiciel. Par contre, une des faiblesses, c'est que l'outil de recherche n'est pas très performant. Le groupe BMS,
c'est un groupe de bénévoles. Donc, il n'y a pas énormément d'argent qui est investi là-dedans. Ce n'est pas très commercial. Mais c'est toutes les sociétés. Nous, on est un des fournisseurs des données de BMS. Il y a 24 sociétés, 23 maintenant, 23 sociétés à travers le Québec qui fournissent des données dans BMS 2000 qui rentrent à peu près un demi-million de fiches par année. Et ça s'ajoute les baptêmes, les mariages, les sépultures. C'est ce qu'on va retrouver là-dedans. Et ça couvre, comme j'ai dit plus tôt, là, ça couvre le Québec, mais ça couvre aussi les Canada et les États-Unis, alors que la majorité des autres logiciels, mes aïeux, c'est principalement juste au Québec. Ce qui a rapport à la généalogie de Rouen, c'est principalement le Québec. Il y a très, très peu d'informations hors du Québec. Puis comme j'ai dit, on a souvent, des fois, un mariage qui va être fait aux États-Unis, puis il faut le retrouver, donc c'est plus difficile. Quand on fait une recherche, par contre, des fois, on va trouver aussi dans tous les logiciels. Puis en passant, il n'y a pas un logiciel qui est parfait. BMS 2000, d'après moi, c'est le premier qu'on devrait chercher parce que c'est plus volumineux en données. Mais si on ne le trouve pas là, ça arrive qu'on ne trouve pas l'information, on va aller sur d'autres logiciels pour pouvoir les trouver. Et moi, je suggère, puis moi, écoute, ça fait 10 ans que je fais de la recherche généalogique, c'est pas beaucoup, mais par contre, j'ai un arbre de données, mes données généalogiques retrouvent 77 000 individus. Puis pour au moins 50 000 de ces individus-là, j'ai trouvé les naissances et les décès. Donc, j'ai fait énormément de recherches et je commence tout le temps par lui. Puis après ça, je vais vérifier l'information parce que c'est lui qui a le plus d'informations à l'intérieur. Mais on peut trouver des petites erreurs. Entre autres, ici, c'est un mariage de Guise Lacaze. Vous voyez ici l'époux avec l'épouse, Parmina Lacaze et Ferdinand de Guise. Ben, c'est de Guise, mais ce qui est marqué dans le registre ici, c'est marqué de Guivre. Okay? Donc, ça pose un petit problème. Mais chacune des fiches comme ça, il faut aller voir avec une image qui est écrite pour confirmer l'information. Donc, dans un mariage, la façon dont le mariage est écrit dans un acte religieux, on a tout le temps les deux individus qui se marient. On va voir la date ici en bas avec le lieu qu'ils vont se marier. Et aussi, on va avoir tout le temps, c'est qui les parents. Qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, on va indiquer les parents dans l'acte de mariage. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir faire la filiation. L'acte de filiatif, c'est l'acte de mariage. L'acte de généalogie majeure, c'est l'acte de mariage. Donc, Ferdinand de Guise, qui est marié par Mina, ben, Ferdinand, il est le fils de Thomas de Guise et de Léocadie Lauzon. Donc, une fois que j'ai trouvé ce mariage-là, de Ferdinand et de Parmina, la prochaine étape, je vais trouver le mariage de Thomas de Guise et de Léocadie Lauzon, d'un côté. Puis après ça, je vais trouver les parents de Parmina. Ici, c'est Joseph Lacaze et Claudine Leclerc. Donc, je vais chercher ce mariage-là aussi. Donc, un mariage va me donner deux autres couples que je vais trouver. Ces couples-là, chacun de ces couples-là va m'en donner deux autres. Et c'est des morceaux de casse-tête comme ça que je vais construire pour faire ma généalogie. Alors, une fois que je trouve une fiche, je trouve l'information. Je peux aller dans d'autres logiciels aussi. Ça, c'est le PRDH. Il y a beaucoup de détails sur la famille. Exemple, les parents, les enfants qui sont issus du mariage. Oups, mon texte a disparu, issu du mariage. Hein? Quand j'ai passé d'un. Je suis désolé. Donc, on parle des parents, puis on parle des enfants issus du mariage aussi. Alors, ici, on trouve là, un Guillaume de Guise, qui est l'ancêtre de toutes les de Guise, qui vient de la paroisse de Saint-Éloi, de la ville de Dunkerque, en Normandie, qui a marié Marianne Morin, la conjointe de 01. Donc, ces deux-là sont des conjoints. Lui, c'est marqué conjointe de 02. Et le père de Guillaume, c'était Jacques et Marie Févier. Et le père de Marianne Morin, c'était Pierre et Catherine Lemel. Parce que le S, c'est un accent circonflexe, comme l'évêque. On ne dit pas l'évesque, on dit l'évêque. Ici, c'est Lemel. Et après ça, on a les témoins qui sont là, puis le curé qui est dans l'acte. Malheureusement, dans le PRDH, en fait, maintenant, dans le PRDH, on peut voir l'acte. On peut cliquer en haut pour voir l'acte original. Avant, on ne pouvait pas, mais maintenant, c'est une nouveauté depuis quelques mois. Donc, on a d'autres logiciels qui nous donnent l'information. Ici, on n'a pas besoin de trouver les mariages un par un. On clique pour trouver les parents. On clique après ça pour trouver les parents, puis on clique pour trouver les parents. Donc, ça nous simplifie grandement la vie, mais moi, je ne l'utilise jamais, très rarement, parce que ce n'est pas intéressant. Le plaisir, c'est la recherche. Là, on n'a pas rien. On a juste à cliquer. Il n'y a plus de fun. Il n'y a pas de travail de détective. Moi, je m'en sers pour valider mes informations. Je vais faire ma recherche avec BMS 2000. Je vais les faire morceau de puzzle par morceau de puzzle, puis je vais les trouver. Puis après ça, je vais aller voir est-ce que j'ai l'information correctement. Parce que ça, c'est un logiciel qui était fait. PRDH, c'est Programme de recherche de démographie historique. Ça a été fait par l'Université de Montréal avec des personnes au doctorat ou au bac qui s'intéressent énormément à l'histoire.
Alors, ils ont tout reconstruit les familles, ils ont tout analysé les actes, tout ce qui est de 1799. Donc, avant 1800, ça a été fait de main de maître. Très, très peu d'erreurs. Donc, l'information qui est là, elle est solide, très, très solide. Ça se rend maintenant jusqu'en 1840 parce que ça a été acheté par une autre compagnie, puis ils ont rajouté des données, mais ces données-là sont moins valides. Donc, si vous avez quelque chose avant 1799, là, vous pouvez gager là-dessus, l'information est bonne. Après 1840, il y a plus de risques d'erreur, il faut valider vos informations. Mais c'est un excellent outil qui est disponible à la société. Donc, comme j'ai mentionné, pour chacun des actes, sur une fiche, parce que souvent les fiches, c'était des bénévoles qu'ils ont rentrés, même c'est des fiches, vous savez, la série de livres de baptême, mariage qu'on avait, là, ça, il y a eu beaucoup de programmes, de projets étudiants dans les années 80-90. Imaginez un petit gars de 17 ans qui, un vendredi après-midi, a à saisir des données et à les écrire, quand tout ce qu'il veut, c'est avoir une date avec la belle fille qui est sur le coin de la table. Là. Il peut faire des erreurs, surtout s'il a fait ça à journée longue, là, il peut faire des erreurs. Donc, dans les livres, on retrouve souvent des erreurs parce que c'est des personnes qui n'étaient pas passionnées par la job. Ils faisaient ça pour le petit 4 piastres de l'heure à l'époque. Donc, mais il y a quand même une bonne information qui est là, mais il faut valider cette information-là. Donc, le mariage de M. de Guise de tantôt avec Parmina Lacasse, on le retrouve ici. Et là, on peut lire l'information et on peut bien voir que, ici, c'est dur à voir que c'est un S, mais de la façon en bas, il a fait sa signature, puis là, on va voir beaucoup mieux que c'est un de Guise. Donc, on va valider la date, on va valider l'endroit, puis on va valider les noms. Dans un acte écrit, c'est des actes normalement qui sont religieux ou qui sont civils. Mais on a quelque chose, on a une trace écrite qui a une plus grande validité que la fiche électronique. Et donc, on va tout le temps faire ce travail-là en parallèle. Une fiche électronique qu'on valide avec un acte écrit. Et il y a deux qualités d'actes écrits. Il y a des actes civils puis il y a des actes religieux. Les actes religieux sont encore, c'est le top, c'est le summum. Ça, c'est le curé qui les a écrits un à un. Il écrivait un mariage, il célébrait le mariage. Des fois, il y avait 2 mariages en journée, là, mais c'était très rare. Tandis que la copie civile, c'est à la fin de l'année, en 1830, supposons, il avait rempli son livre, il avait 42 pages. À la fin décembre, au début janvier, il commençait à recopier les livres pour remettre une copie à l'état civil. Et si tu passes la journée à recopier, tu risques de faire des erreurs. Moi, j'ai déjà vu là, 2 actes de baptême, puis on a commencé avec le premier, puis ça a fini avec le deuxième. La personne que j'aidais, elle cherchait le deuxième acte, on ne l'a jamais trouvé. On a fini par le trouver parce que dans l'original, il y avait 2 actes. Et dans la copie civile, ça commençait avec, il y avait la bonne date, mais c'était un baptême d'un premier enfant avec les parrains du deuxième enfant. C'était difficile. Donc, c'est pour ça que beaucoup de recopies, ça risque de causer des erreurs. À l'époque, c'était ça, il y avait un registre. Jusqu'à temps que dans les années à peu près 1880, il y a du monde qui allume et dit hey, on devrait peut-être écrire les 2 registres en même temps. Donc, vous, quand vous êtes marié, quand vous avez célébré des baptêmes, etc., ou même des décès, il y avait tout le temps 2 registres à signer. Parce qu'à notre période contemporaine, c'est le double registre qui existe. Donc, on remplissait le religieux, puis on remplissait tout de suite le civil. Quand arrivait décembre, on fermait les 2 livres. En fait, le livre religieux n'était pas fermé parce qu'il y avait des années qui suivaient, mais le civil, on le fermait, on l'envoyait. On n'avait pas à recopier. On recopiait juste chaque journée. Donc, beaucoup moins de risques d'erreur dans la période plus contemporaine. Mais quand le livre était copié au complet, on retrouve des erreurs. Il faut faire attention à ça. Après ça, donc, l'avantage pour les membres, c'est une cotisation de seulement 35 $ par année. On a des activités, des conférences, on a la revue gratuite qui vous est postée ou envoyée de façon électronique, c'est à votre choix. Vous avez accès à 12 ordinateurs. Là, pour l'instant, on a juste 6 postes. Là. Et quand vous arrivez là, vous avez quasiment sûr de pouvoir travailler. C'est la 7e personne ou la 13e personne qui va y copier. Là. Et les logiciels sont disponibles pour vous gratuitement. On est ouvert quand même assez souvent. Si vous faites ça chez vous, c'est 200 à 300 $ et même ça va monter à 500 $ si vous devez chercher aux États-Unis. Parce que juste le logiciel Ancestry, il est 300 $ juste lui-même pour la version mondiale. Donc, 35 $ par année, c'est vraiment intéressant. Les seuls frais que vous n'aurez jamais à payer, c'est 25 pour l'impression d'un acte. Vous avez un acte, vous voulez l'avoir soit papier ou numérique. On charge 25 sous l'acte. Ça, c'est l'argent, on la ramasse juste pour le maintien de l'équipement informatique. Parce qu'à un moment donné, il faut changer les ordinateurs, etc. Là. Donc, c'est notre fonds qui permet
de maintenir et nos logiciels aussi. Et l'autre chose, des frais que j'ai parlé tantôt, c'est la photocopie qui est 15 sous la feuille. Le centre de documentation, vous avez vu les photos, mais quand on rentre dans la société, c'est bien plus impressionnant. Là. Assez bien garni, puis tout est à votre disponibilité. Les livres, on peut les emprunter. La majorité des livres. Les répertoires, on ne peut pas parce qu'ils servent à tout le monde, mais si vous voulez avoir un livre, supposons, sur telle famille ou telle ville, ben, c'est possible de l'emprunter pour pouvoir le consulter chez vous. On a aussi 2 conseillers. Ben là, pour la période de la COVID, c'est un seul conseiller, mais normalement, en temps normal, on a 2 conseillers qui sont là pour vous aider. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous avez des bonnes chances qu'il y en ait un des 2 qui soit disponible pour vous appuyer. Alors, informez-vous où on peut avoir notre information. Les activités, on les trouve tout le temps sur notre site Internet et sur Facebook. Et l'adhésion, on peut trouver le formulaire sur notre site Internet. Alors, c'est le formulaire que vous allez retrouver. Sinon, vous pouvez écrire à la société, on va vous l'envoyer par courriel. Vous le remplissez puis vous nous le retournez simplement.